ce mardi de l'urbain pour pouvoir échanger avec vous trois. Vous nous avez présenté là, au cours de l'après-midi vos différentes approches, initiatives autour du sujet souveraineté. Je voulais peut-être vous poser une première question. On regarde, vous avez dans les faits finalement, c'est quelle nature de risque vous considérez un peu en priorité? On a vu que dans l'IRN, il y avait 8 un peu nature, 8 axes qui étaient positionnés, qui allaient, si je les rappelle un peu, du côté opérationnel, technique, supply chain, sécurité, économique, juridique, environnemental, stratégique et data IA. On reprend chez chacun de ces 8 axes. Lesquels, finalement, dans les faits, dans la réalité, sont peut-être les plus suivis dans chacune de vos organisations et comment ça se traduit? Vous savez un éclairage là-dessus complémentaire pour voir ce que vous dites. Ouais, Nicolas. Je peux peut-être redémarrer. Merci pour cette bonne question. Nous, ce qu'on souhaite couvrir, c'est vraiment l'ensemble des risques au sens large. Donc, pour nous, l'intérêt qu'on voit de l'IRN comme non pas un outil supplémentaire qui vient s'ajouter à une masse d'activités, mais comme l'opportunité en fait d'avoir un outil qui s'appuie sur les démarches existantes, notamment cybersécurité, résilience, PUPA, BRA et compagnie. Mon groupe étant un grand pôle financier public, comme je vous l'ai dit, avec pas mal d'activités bancaires soumis à DORA, donc première préoccupation, c'est ce type de risque que l'on souhaite gérer. Pour moi, le risque principal, si on prend encore plus de recul, c'est de ne rien faire en fait. Or là, avec ce type d'initiative, c'est quand on se pose la question, dans n'importe quel type d'organisation, privée comme publique, tiens, la souveraineté numérique, merci Trump de nous avoir donné un bon coup de pied, qu'est-ce qu'on veut faire? On dispose aujourd'hui d'une démarche qui part du business jusqu'à l'IT et qui nous permet, après avoir identifié les fonctions critiques jusqu'aux aussi critiques, de se dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait quoi? Ouais. Donc, effectivement, l'important, c'est d'agir et de regarder l'ensemble des dimensions pour toi. Je ne sais pas si vous voulez, Samuel, Florian, donner votre éclairage. Moi, je peux continuer. Nous, on n'a pas la même finalité, on n'a pas les mêmes métiers. Nous, un des risques qui était un peu essentiel, et c'est aussi pour ça qu'on l'a pris en compte dans le choix de notre cloud provider, c'était le risque géopolitique, clairement. C'est pour nous, c'est vraiment quelque chose de majeur qui peut aussi inquiéter beaucoup d'usagers, beaucoup d'administrés. Donc ça, c'est vraiment un levier important. C'est pas le seul aspect, et je pense pas qu'il y en ait qu'un seul, mais c'est un levier. Tu veux aussi envoyer des boîtes de chocolat. Alors, on peut faire un cadeau commun. On peut faire il faudra payer la taxe. Donc, la taxe qui est l'import de chocolat, mais ok. Non, mais très bien. Donc, le risque géopolitique, au niveau de la métropole, clairement, c'est ça qui a la nature de risque qui a déclenché aussi et qui a mis le sujet sur la table plus fortement chez vous. C'est ça, c'est-à-dire que c'est un levier qui est important et qui permet d'enclencher une dynamique pour laquelle nous, on a des ressources en interne, et donc on a pu suivre. On n'aurait pas eu de ressources en interne, ça aurait été plus compliqué, mais là, chez nous, il y a des choses qu'on sait faire. Donc du coup, on a pu suivre et se dire on est en capacité et donc choisir un cloud provider qui nous demande plus, comme tu le disais, qui a besoin d'un peu plus d'huile de coude, mais derrière, on a les capacités de... Okay. Mais ça met aussi de la commande publique, ça met de la commande pour un éditeur qui existe. Ouais. C'est aussi marrant de dire, moi ce qui me pose problème aujourd'hui dans l'écosystème, c'est si tu prends pas tous les axes, si tu prends que la data et l'IA, finalement les offres de SecNumCloud de Google et Microsoft, ils cochent les cases de data souveraine, alors il y a la notion de FISA qui est derrière et autres. Alors que si tu prends ta notion de dépendance technologique, à partir du moment où tu me dis je vais aller sur Sens parce que c'est du Google à la française, en fait déjà il y a un problème dans le terme, Google à la française, non, ça reste une dépendance technologique et c'est Google qui te la met à dispo. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre. Moi, je vois pas comment tu peux pas attaquer tous tes piliers dans ta gestion du risque. Parce que si c'est juste prendre la data, entre guillemets, donc la souveraineté de la data, ok, mais et par contre, amener de l'argent dans des éditeurs ou des hyperscalers européens, aussi c'est un point important parce que c'est trop facile de dire il n'y a pas les offres, mais de ne pas mettre d'argent dans l'écosystème. Ok. Donc, un sujet éminemment finalement systémique
que le sujet de la souveraineté et de la résilience et que ça nécessite une action coordonnée au niveau européen pour pouvoir avoir des évolutions. OK. Bien. Alors, un autre axe de questionnement, je pense, qui revient, et n'hésitez pas d'ailleurs dans la conversation, pour ceux qui sont avec nous, hein, de poser vos questions à la table ronde, mais une autre question en fait, vous avez parlé des acteurs dans vos organisations respectives qui étaient mobilisés autour du sujet, lesquels sont, selon vous, les mieux sensibilisés au sujet aujourd'hui et qui sont finalement les porteurs, au-delà de vous trois, dans vos organisations respectives, de ce sujet-là. C'est qui les grandes entités ou les grandes natures d'acteurs qui sont porteurs du sujet souveraineté, résilience. Donc, Nicolas, je peux démarrer, parce que pour moi, là, j'ai pas de cerveau à me faire. Pour moi, ma ligne hiérarchique est pleinement investie à ma N+1 numéro 2 du groupe et mon N+2 numéro 1 du groupe Caisse des dépôts. En complément de ce qui a été dit tout à l'heure, et notamment parce qu'on souhaite que cet indice de résilience numérique soit porté par les directions générales, nous embarquons les DGA de toutes les entités qui portent toutes les filières qu'on a évoquées, achat, juriste, numérique, risque, RSSI et autres, pour qu'on ait bien un dialogue à haut niveau qui se fasse au COMEX, en conseil d'administration, puisque ce qui se profile à l'horizon, c'est des décisions qui vont être structurantes, et on le sait, qui embarquent plein d'acteurs, et je rajouterais aussi que c'est une opportunité pour qu'effectivement, architectes, si on rentre un petit peu plus, les achats IT, les juristes, également les directions métiers, on ait enfin un vocabulaire commun qui nous permette d'avancer à tous les niveaux. Donc pour ma part, nous, on est en train d'embarquer vraiment plusieurs filières de notre groupe de groupes. Typiquement, quand Fabien Seguin, côté groupe La Poste, a évoqué le kick-off qui a été très bien la semaine dernière, il avait invité plusieurs filières de son groupe, achat, juriste, numérique, IT, data. On fera aussi, nous, un grand kick-off dans les prochaines semaines qui embarquera encore plus large, puisque là, c'est une opportunité pour pouvoir avancer de concert sur un sujet qui est tout sauf simple. Je pense que c'est ce qu'on a montré aujourd'hui, qui a plein de dimensions. On cherche aussi à développer une communauté open source via notamment notre CTO, qui doit très bien connaître. Voilà, l'open source, on l'a vu, c'est donc déjà identifier des experts aussi dans le groupe, dans nos groupes aussi, c'est déjà une étape supplémentaire déjà pour aller dans le bon sens. Et puis identifier toutes les personnes dans n'importe quelle direction, je pense, c'est ce qu'on cherche aussi à faire, qui ont cette conviction que c'est le bon moment, on peut faire bouger les choses. Et personnellement, je considère que où il y a une volonté, il y a un chemin. C'est bien ça. Okay. Et vous, messieurs? Nous, aujourd'hui, c'est le technologie opération, donc pour être filière IT opération pour nous. Ouais. On a le CIA Office, c'est le directeur du CIA Office qui est responsable de la stratégie IT, on va dire ça, du plan directeur IT, je ne sais plus exactement, j'ai plus les termes exacts. Ouais. Et qui porte le sujet souveraineté. Donc il y a une étude au global de qu'est-ce que c'est que la souveraineté, comment on la traduit pour nous, donc notre dépendance, la vision contractuelle qu'on peut avoir. Donc il y a vraiment eu un passage au scan, on va dire. Et l'open source a été vu comme un levier, comme je disais, c'est pas le seul, parce qu'il y en a plein d'autres qui peut être cadre juridique, cadre contractuel avec des éditeurs, regarder le backup de certaines choses, des standards et autres, interopérabilité, résilience, et l'open source un levier potentiel. Mais donc plutôt à bon niveau parce que en direct ligne avec le directeur de technologie opération qui est au niveau du comité de direction générale groupe. Ok. Et au niveau de Toulouse Métropole? Alors, de notre côté, en fait, ce qu'on a évoqué, c'est surtout des grands principes de design, de conception, ouais. Qui, in fine, se déclinent sur notamment une logique open source. C'est-à-dire qu'on veut être souverain, alors du coup, on doit mettre des standards, etc. Donc, nous, il y a deux acteurs, globalement, qui sont les plus moteurs. Déjà, on a notre directeur qui fixe notre stratégie, directeur du numérique, et on a aussi des équipes qui savent faire, et qui sont de cette logique-là, donc qui vont chercher des solutions open source, qui ont étudié notamment notre cloud provider pour s'assurer que
On était dans des logiques soutenables et qu'on avait la capacité de faire, et donc sur des briques qui étaient quand même assez chouettes en termes d'open source. Donc là, on a vraiment donc, du bas niveau, c'est-à-dire vraiment des gens qui font, qui fabriquent, qui mettent en œuvre, et aussi de la stratégie. Donc on est plutôt sur une dynamique qui est plutôt bien partie. Okay. Ouais, très bien. Donc, des dynamiques et des porteurs de haut niveau dans vos différentes directions acteurs du sujet. Si on revient maintenant peut-être plus sur le métier d'architecture, hein, ce qui intéresse, je pense, beaucoup d'acteurs au sein du Club Urbain. On a évoqué, si je reviens sur la présentation que qu'a fait Frédéric Peyoux avec toi, Nicolas, au début, c'est que j'ai l'impression que les architectes et Frédéric étaient à la fois présents pour aider à porter la mesure, amener les datas pour être bon dans la mesure au niveau de l'IRN, sur cette base-là, comme il nous l'expliquait, établir des principes, ou en tout cas des 7 principes, je pense, en termes d'architecture, qui lui semblait pertinent pour traiter les principaux points qui ressortaient suite aux mesures IRM et les points critiques, et puis derrière, même de les porter auprès des acteurs. Et puis je pense aussi à toi, Florian, où vous allez même au-delà les porter, vous êtes au service d'eux pour amener, comme tu le disais, des solutions peut-être, ou explorer le marché pour amener des solutions pour éclairer les choix. Donc dans tout ce processus de mesure, d'établissement de principes et potentiellement de porter le sujet auprès des acteurs, en fait, comment vous positionnez la discipline d'architecture ou les architectes sur ces différentes dimensions dans vos entités respectives? Alors, sans transition, parce que tu as parlé de Frédéric. Ouais. Et je vais parler aussi avec ma casquette d'ancien architecte, responsable d'un pôle d'architecture. Les architectes, ils sont clés. Ils sont clés pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils ont la responsabilité de pouvoir modéliser le système d'information. Là, c'est vraiment l'opportunité des couches métiers jusqu'aux infra, d'avoir une appréhension commune de ce qu'est un processus critique, une fonction critique, un SI critique au niveau applicatif jusqu'aux couches d'infrastructure, premièrement. Deuxièmement, ils ont un rôle clé parce qu'ils sont embarqués dans l'architecture de projet et dans la gestion de projet avec les équipes opérationnelles dans les projets day-to-day. Troisièmement, ils sont clés puisqu'on a dans les grandes organisations, comme tu l'as dit, en général, des démarches de planification stratégique, soit avec des schémas directeurs, soit avec des plans d'urbanisme en système d'information, où là aussi, l'enjeu, c'est d'arriver à peser sur les choix futurs et donc de commencer à mettre quelques jalons, peut-être hard limit, peut-être commencer à mettre des clignotants à certains moments sur les modélisations du SI. Comme tu l'as dit aussi, je pense que c'est là où, à mon sens, on a une marge de manœuvre importante à franchir, c'est à identifier les alternatives. Voilà, quand on regarde nos organisations, on est tous en train de se dire, bah, tiens, plutôt que de regarder en haut à droite dans un cadran, et là je ne prends pas de risque, comment je fais pour identifier des alternatives crédibles, en dehors d'avoir désormais le réflexe d'aller regarder le TOSIT, la DINUM qui a affiché sa volonté côté sphère publique de gérer un référentiel d'alternatives, donc on va voir, on attend aussi également cet output. Il y a, à mon sens, il y a un vrai sujet à creuser de comment, puisque les architectes peuvent avoir désormais ce réflexe de pouvoir pousser, comme les chefs de projet, et ça touche après, on fait le lien avec les politiques SI et la gouvernance SI, comment est-ce qu'on peut arriver à mieux influer en fait les futurs choix d'architecture en poussant davantage le sujet de résilience en fait dans tous ces process court-termistes ou long-termistes en fait. Si je prends un exemple, tu vois, typiquement, moi j'ai mis plutôt la partie architecture data. Je pars à ma casquette data. Là où j'essaie de l'appliquer l'open source dans la data, faut être aussi bon élève, on ne va pas changer toutes nos briques en open core demain, c'est pas possible. On a aussi des cloud providers, aujourd'hui on a du GCP, on a du Power BI, etc. À un moment donné, il faut assumer aussi les choix qui ont été faits. Par contre, il faut travailler sur, comme tu dis, cette notion de résilience. Et c'est vrai que là, ce que j'essaie de dire à mes équipes, c'est de réfléchir de plus en plus à ce qu'on pourrait appeler des data infrastructures, des open data infrastructures au sens travailler sur des standards. Donc, c'est-à-dire par exemple développer tout en SQL, rester sur du SQL ANSI et pas sur du SQL dépendant d'une base de données, rester sur du format ouvert dans le format de fichier,
rester sur du format ouvert dans le format de table, essayer de définir, là il y a une vraie notion de sémantique en ce moment qui est hyper portée par cette notion d'IA, où en fait tous les éditeurs viennent en disant vous allez créer votre sémantique layer chez moi, vous allez faire ci chez moi, etc. Plutôt se dire bah non, mais je veux reposer sur des formats, même de définir une sémantique de manière ouverte pour éviter d'être dépendant d'un produit. Donc il y a ce côté où même sans parler open source, on peut parler, enfin même sans parler d'open, tout en restant résilient, on peut faire de l'open standard en restant sur des standards marchés qui nous évitent d'être dépendants d'un éditeur, du fonctionnement, et donc déjà de reprendre un peu, reprendre un peu la main dessus, et qui évite, et qui permet pour les architectes, déjà de définir pour les architectes et les bonnes pratiques de data engineering, de déjà comment on peut mettre du standard même dans les stacks qui ne sont pas forcément ouverts, quoi. Donc c'est un cas d'application. C'est un cas d'application et des bonnes pratiques et des standards à appliquer qui permettent de s'affranchir un certain nombre de risques et de dépendance. Ok. Nous, chez nous, moi je pense que le métier architecte, il doit gérer l'alignement stratégique, donc être présent, comme tu le disais, pour potentiellement éclairer les choix stratégiques et donner les alternatives et trouver des alternatives et les proposer. Mais il doit être aussi beaucoup dans l'opérationnalité. C'est-à-dire créer de la capacité d'architecture, donc des standards, des méthodes, des process, et derrière, après, être présent au niveau des projets pour dire, bah, vous êtes conforme, vous n'êtes pas conforme, regardez, on peut faire différemment. Là, il y a des briques qui existent chez nous, on peut les réutiliser pour soutenir votre besoin. Mais pour ça, il faut parler vraiment, il faut réfléchir en fonction des process métiers modélisés, donc du besoin initial, et être présent dans les projets pour dire, voilà comment on peut répondre aux besoins. Et être dans l'opérationnalité à ce niveau-là. Ouais. Okay. Il y a un vrai rôle des architectes attendu, c'est que dans les faits, dans la pratique, est-ce que j'entends de ce que vous dites, on amène des choses qui sont intégrables par les acteurs et qui sont à la fois digestes, mais surtout opérants par rapport à leurs problématiques qu'ils rencontrent, quoi. C'est ça. Il faut pouvoir répondre aux besoins exprimés, sinon ouais, c'est notre métier. C'est votre métier. Et c'est notre métier d'architecte. Ok. Bon ben, très bien. Ben, merci pour ces différents éclairages. Alors, je ne sais pas, avant de nous quitter, on peut peut-être regarder s'il y a quelques questions autour dans les gens qui sont en ligne, les acteurs du club qui sont en ligne pour voir s'il y a des choses, d'éclairage complémentaire qui pourraient être intéressantes de traiter. Ouais. Il y a une question de Michel qui est dans la salle, en fait, et qui nous demande, et qui vous demande, si vous voyez émerger des acteurs européens qui sont effectivement des alternatives crédibles par rapport aux providers US. On a cité des acteurs que vous considériez côté BPCE au niveau du TOSIC par rapport à un certain nombre de dimensions. Mais est-ce que globalement, par rapport à ces grands providers US, on a entendu les chiffres de dépendance et d'argent consacré par les acteurs, par l'Europe par rapport à ces providers, est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent crédibles aujourd'hui, qui commencent à émerger? Je vais reprendre un peu ta formulation tout à l'heure. Comment dire? Si l'idée c'est de faire du Google-like, je ne sais pas si c'est une super idée. C'est-à-dire que si demain on veut un acteur européen qui fasse exactement comme le font les hyperscalers américains, et donc être dépendant de leur service manager, et donc être dépendant de leur manière de créer des ressources et de manager ces ressources, on n'aura pas forcément gagné en souveraineté, dans le sens où on sera effectivement sur des clouds européens, mais derrière on ne sera pas en maîtrise du avec capitalisation. Comment? Avec une capitalisation qui peut être achetée. Et avec, voilà, exactement. C'est ça aussi le. C'est ça. Donc l'idée, c'est de trouver une bonne mesure entre acheter du service managé pour pouvoir industrialiser et d'un autre côté, être maître d'un certain nombre de couches. Il y en a. Nous, on a trouvé quelque chose qui nous convient, mais il y en a, quoi. Donc après, il faut aussi, comme tu dis, leur passer commande pour qu'ils puissent, eux, monter aussi en gamme sur un certain nombre de services. Vraiment, en toute transparence, il y en a un que alors que je ne mets pas en avant, mais en toute transparence, j'aime beaucoup l'approche. Alors, c'est parce qu'il y avait Jean-Baptiste Kemp qui était chez eux à un moment, hein, mais de Scaleway. Pourquoi? Parce que. Il est toujours cité au Scaleway? On a discuté pas mal avec eux. Okay. J'en dirai pas plus. Mais de l'approche de Kemp qui était finalement de décider de haut en bas
Et j'aime bien cette approche-là parce que c'est un peu l'ayatollah de l'open source, je vais dire ça comme ça. Et donc, ça donne un cas d'exemple de qu'est-ce qu'on peut faire dans une approche cloud native avec de l'open source quand on décide de refaire la peinture de haut en bas. Puis après, il faut aussi voir à quel niveau on le fait pour nous. Mais c'est un bon cas d'exemple de mise en place d'open source avec une supply avec différents brokers, de l'open source, revue complète de la partie vertu jusqu'à la partie service en open source. Et je trouve que l'approche est intéressante parce que même si on rentre chez eux, on reste sur des briques open source. On peut sortir si on Voilà. veut. Donc si demain on veut reprendre la main, en soi, ça reste des briques open source qui nous met à disposition managée. Donc globalement, j'aime bien l'approche. Après, je critique pas l'approche OVH, pareil, ils ont des briques open source, mais je veux dire, l'approche Kelway dans cette dimension et dans vraiment la dimension qu'ils amènent à ce moment-là, en ce moment, qui je pense fait écho aussi à ce qui se passe en ce moment, je la trouve intéressante. Ouais. Pour le citer comme acteur en direct et de l'analyse que moi j'en ai faite. Voilà. Tout à fait. De ces alternatives crédibles à date et qui ont des modèles qui semblent effectivement de nature à garder, à faire en sorte qu'on garde la maîtrise sur des dimensions quand on regarde des choses à haut niveau, de haut en bas, comme tu dis. Ouais. Mais garder la maîtrise, ça veut dire faire. Donc ça veut dire avoir des ressources humaines derrière qui vont créer du CI/CD, qui vont faire du Terraform, qui vont voilà. Enfin, c'est ça aussi derrière. Mais par contre, on peut gérer notre propre chaîne entière de mise en production. Ouais. Okay. Pour ma part, moi, je pour répondre à cette belle question, je donnerai plusieurs axes. Il y a quelques semaines, il y a la DINUM qui a fait un gros travail de présenter sa synthèse de la doctrine cloud au centre et qui a présenté côté sphère publique quels étaient les clouders avec qui l'État travaillait maintenant depuis 5 ans. Donc là, les planches elles sont dispo sur Internet. Et elle a réalisé avec le SIGREF et avec l'aide du CRIP un recueil de besoins auprès des plus grosses entités publiques pour savoir quelles briques fonctionnelles elles ont besoin pour passer dans du cloud souverain. Et les restitutions ont commencé les semaines dernières. Et c'est très intéressant de savoir que tous les services managés qui sont et la containerisation qui arrive en top que d'autres briques. Côté caisse, on a fait le choix de développer un clouder maison entre la Banque des Territoires, donc maison de la Caisse des dépôts, avec DocaPost, Bouygues et Dassault, s'appuyant sur les infrastructures d'Outscale, qui s'appelle NumSpot. Et je rajouterais que l'année dernière, nous avons lancé via BPI France un RFI Group, cloud de confiance, pour mesurer l'état du marché en fait à l'époque. Nous n'avons derrière lancé aucun RFP, considérant on va dire, la maturité du marché sur le sujet, et attendons aussi que l'ANSSI avance dans sa certification Secure Cloud, qui est en cours, et qui interpelle et voilà, donc, qui est à prendre en compte en fait comme paramètre dans le choix des possibles. Ok. Et je partage aussi l'avis que Google Like ou pas, c'est une très bonne question. En tout cas, ce que je peux dire moi à titre personnel, ça n'engagera pas mon organisation, c'est que je pense qu'il y a un besoin de consolider le marché des clouders de confiance notamment, mais pas que, je pense, en France et en Europe. Et que c'est le moment ou jamais. Hashtag, il y a des rencontres souveraineté numérique entre la France et l'Allemagne, vous le savez. Voilà. Et donc, peut-être qu'on se rapproche, et on espère tous, d'un Airbus franco-allemand dans les prochains mois. Je ne sais pas. Ouais. On n'est pas à l'abri de quelque chose qui se... C'est sûr qu'il faut une taille critique du marché aujourd'hui. Quand on voit le chiffre d'affaires de VH versus l'investissement R&D d'Amazon, c'est deux salles, deux ambiances. Quoi. Donc, ouais. Ouais. Le gigantisme, quand même, compte encore beaucoup par rapport à la crédibilité de l'offre. Ok. Il y a une question, je pense, qui intéresse pas mal aussi d'architectes du club que pose Guillaume. On a des réflexes effectivement historiques, je pense, en architecture pour gérer la dette, pour rationaliser aussi, d'essayer de concentrer potentiellement les solutions pour justement aller chercher des économies d'échelle ou une urbanisation, on va dire, du SI un peu optimisée. Ça peut être des fois antinomique justement avec l'enjeu de souveraineté et de ne pas être dépendant d'un seul fournisseur ou d'un seul... sur une capacité critique. Est-ce que vous avez sur ce registre-là des choses des convictions, des choses à exprimer sur ce que ça change éventuellement ou pas, l'enjeu de souveraineté par rapport à ces réflexes historiques d'architectes?
Non, bah après, moi, si je peux commencer. Oui. Non, sur ça, je pense, encore une fois, je pense pas qu'il y ait d'antinomie. Il y a juste des équilibres. Et encore une fois, la question à se poser, c'est quel est le mieux pour l'organisation. Et je pense que c'est vraiment la question à se poser tout le temps. Qu'est-ce qui est le mieux pour l'organisation? Peut-être que le mieux pour l'organisation, c'est effectivement de faire des non-conformités qu'on connaît, qu'on a identifiées, qui sont flaguées, qui clignotent en rouge à chaque fois qu'on ouvre notre outil de modélisation en tant qu'architecte. Mais voilà, qu'on connaît et qu'on suit. Et mieux vaut connaître une non-conformité plutôt que qu'elle soit cachée et que du coup on ne puisse pas la voir et pas l'identifier. Donc, ouais. Moi je te le tournerai dans l'autre sens, la dette, parce que en fait on voit la dette que parce qu'on aurait plusieurs briques pour le même besoin. Alors que pour moi, au contraire, la dette, je la voirais plutôt si je suis dépendant que d'un acteur pour un truc, sur un business critique ou un process. Donc, en fait, c'est peut-être qu'il y a un changement aussi. En fait, je pense qu'il y a des critères de décision qui changent aussi en fonction de l'écosystème du moment. Et donc, je pense qu'il faut rééquilibrer. Enfin, comme je disais, c'est une question d'équilibre, mais pour moi, il y a quand même des trucs où, quand on y pense, enfin, moi, déjà à l'époque, ça me choquait, mais quand on était fier d'avoir lâché en fait sa distribution Big Data pour aller sur Snowflake et dire que je fais tout avec Snowflake. Enfin, genre, moi, des fois, je me disais, mais ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que le jour où Snowflake monte les prix de 30%, on est trop content d'avoir quoi, pris 30% de prix dans. Donc après, on se retrouve avec des gens qui disent, alors non, mais en fait, je suis du Snowflake, mais tu comprends, j'ajoute des briques au-dessus pour essayer de minimiser le coût de mon éditeur en dessous. Donc en fait, on a créé aussi des fois des hamburgers de service. Parce qu'en fait, les briques principales, parce qu'on voulait avoir un seul et donc avoir une dette minime pour rationaliser notre récit, en fait, on a essayé aussi dans le FinOps de rajouter des couches pour à chaque fois de réduire le coût. Donc finalement, on s'est créé une autre dette qui est j'ajoute plein de briques au-dessus pour essayer de réduire les coûts en dessous. Et je pense que quand même, le monde de la supply, quand on regarde les industries, et j'aime bien ce que Kempf le prend souvent comme exemple pour nous le remettre quand il aime bien faire son petit discours, Jean-Baptiste, mais c'est vrai que c'est quand même bizarre parce que nous, on est fiers d'avoir un seul éditeur, là où d'un seul fournisseur, il faut voir ça comme des fournisseurs de services, versus là, dans les industries où, au contraire, eux, c'est une règle d'avoir plusieurs fournisseurs, parce qu'un fournisseur peut mourir, peut être acheté, peut être recapitalisé, peut changer de stratégie économique, machin. Et nous, on est presque fiers d'en avoir un. Et après, quand il nous augmente les prix, on n'est pas content. Et on va lui dire, je vais sortir. Et lui, il te répond, essaye. Ce qui est normal. Et ce qui est normal, parce on s'est créé une prison dorée autour. Donc, une mise en danger. Donc en fait, finalement, la dette, elle est presque dans l'autre sens. Est-ce que finalement, quand on est dépendant, je prends un exemple, mais par exemple, on a toute notre BI sur Power BI. Donc on a rationalisé la BI, on n'a plus de tableau, on n'a plus de clics, mais donc c'est-à-dire que si Power BI prend x3, on prend x3. Voilà, fin du. Voilà. Et on dit quoi, Microsoft, on sourit et on dit merci. Mais c'est ça, donc la dette, elle est pour moi dans l'autre sens maintenant. Intéressant. Si Nicolas, tu l'enregistres là, ouais. Je pense que tu es en phase avec la discussion. Non, mais très bien. Alors, il y a une question qui est de Mathieu, qui est juste, et ça sera sans doute la dernière pour aujourd'hui, mais qui est un prolongement de notre discussion tout de suite. Ouais. C'est à quel niveau d'entreprise agir pour justement peut-être inverser ce paradigme là qu'on évoque. Je ne sais pas si vous avez quelque chose un retour là-dessus. En fait, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a eu alors, ça n'a pas été fait avec la partie Trump, c'est une qui était avant. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment donné, il y a eu un lancement du Risk Software Management parce qu'on avait des éditeurs qui commençaient à avoir des politiques très agressives d'augmentation de tarifaire. Et ça se voyait en fait. Et ça s'est fait bien avant. VMware, c'était le premier. Et en fait, dès VMware, alors là, ils sont tous lancés. Ouais, et le rachat de fonds, oui, clairement. Par exemple, la sortie de SaaS. On est énormément à avoir sorti de SaaS parce qu'ils ont complètement craqué sur le modèle économique. Enfin, il faut dire la vérité. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'en fait, l'alerte, elle s'est faite avant. Pas au moment de c'était plutôt des alertes en mode, mais il faut qu'on suive au moment, chaque éditeur, quelle est sa capitalisation. Est-ce que c'est un fonds, je sais qu'ACDC le fait beaucoup ça. Est-ce que c'est des fonds dits vautours ou non vautours, etc. C'est quoi leur stratégie et autres. Et donc je dirais qu'en fait, cette alerte-là s'est fait en amont. Mais l'approche du hall, elle n'est pas simple parce que c'est-à-dire faire rentrer un outil, donc un nouvel outil, donc créer un champ de compétences, donc ça ajoute des coûts, etc. Mais je pense qu'il faut aussi voir, à un moment donné, il faut investir un peu d'argent pour essayer de voir à quel moment je peux rééquilibrer un peu la discussion avec l'éditeur. Je ne dis pas qu'il faut sortir tous les éditeurs propriétaires, mais par contre, il faut rééquilibrer les discussions. Comme on l'a dit, je pense que l'un des enjeux de ce sujet, c'est avoir le choix.
C'est pour ne pas subir en fait. Donc, la stratégie multi-fournisseur, elle a toujours fait partie des bonnes pratiques, soit en premise ou dans le cloud. Et donc là, l'enjeu, c'est surtout pas de tomber d'un extrême à un autre, puisque la dépendance, elle peut d'abord être juridique. Il y a certains contrats tellement bien ficelés qu'on ne peut pas en sortir, quel que soit le modèle SaaS ou pas derrière. Et donc la prise de conscience, à quel niveau elle peut se faire? Perso, moi, ma suggestion, c'est à tous les niveaux. Perso, je suis très test and learn, faites fast. Donc, et c'est nous, ce qu'on va mettre en place sur les prochaines actions, c'est on prend des stacks, on prend certaines stacks. Si on peut avancer avec l'autosit, évidemment, on le fera, ça a déjà commencé. Pour d'autres, eh ben, on fera en sorte de tester d'autres solutions progressivement, parce qu'on sait tous qu'il n'y aura jamais un grand soir, ça n'existe pas. On ne basculera jamais de 100%, il n'y a personne, même pas les Américains, qui peuvent basculer de 100% d'autonomie de stratégie, que ça n'existe pas. La Chine non plus. Voilà, donc ça n'arrivera pas. Il faut juste qu'on traite ce sujet davantage au maximum de niveaux pour commencer à récupérer, on va dire, la maîtrise de notre avenir numérique souverain. Pour résumer en 3 mots, gestion de risque. Exactement. C'est exactement. Merci, ça sera les mots de conclusion, je pense, pour aujourd'hui.